Bonjour les gens, c'est Shark qui va vous faire une petite vidéo sur un sujet qui est récurrent, c'est le couchage. Donc je vais traiter la façon le sujet de façon globale et non pas simplement que le sac de couchage, parce que c'est qu'une composante du bivouac. Alors, ça se passe de la façon suivante. Alors, je ne vais pas parler de tente, de tarpe, de hamac, ni rien du tout. Je parle juste du couchage basique. Moi, c'est ce que j'utilise 9 fois sur 10. Quand je fais des bivouacs à la nuit, de courte durée, une rando avec un bivouac quelque part, ou un rando parapente, ou bivouac parapente, des choses comme ça. Donc, comment ça marche? Alors, il faut savoir qu'un sac de couchage, il fonctionne avec un matelas. La plupart du temps, alors, petite parenthèse, je parle déjà des bivouacs qui sont un petit peu engagés. Celui qui va dormir l'été sur la plage, il va boire des bières, jouer de la guitare sur une plage, et puis il dort sur place, il prend un sac de couchage à 15 € et ça le fera. Donc je parle déjà des bivouacs un petit peu sérieux. Les gens demandent: qu'est-ce que vous me conseillez comme sac de couchage? En fait, sérieusement, ça ne veut rien dire. L'hiver, l'été, pour aller dormir sur une plage en Thaïlande, pour la traversée de l'Islande, pour faire du bushcraft, c'est-à-dire assez peu de déplacements et on reste sur place, après on reste du place dans la forêt. Est-ce que c'est le chemin de Stevenson ou un endroit où il y aura où il y aura des refuges, où il n'y aura pas de refuge, où on dormira? Voilà, il y a tellement de paramètres qui rentrent en jeu qu'on ne peut pas répondre vraiment à cette question de façon précise. Personnellement, des sacs, je dois en avoir 7 ou 8 que j'utilise en fonction de ce que j'ai à faire. Alors, donc on va commencer. Comment ça se passe? D'abord, on s'isole du sol. Moi, généralement, je prends une bâche, une simple bâche agricole que je pose par terre. Ça isole de l'humidité, surtout. Pour le froid, ça fera pratiquement rien. Hein. Ça isole de l'humidité et puis de la saleté. Puis l'avantage, on étale sa bâche, on pose son sac, on sort toutes ses affaires. Ça ne traîne pas dans l'herbe, dans les feuilles, dans les ronces, tout ça. Donc voilà, on a son petit espace de nuit. On peut utiliser, ce qui est pas mal aussi, une couverture de survie épaisse, ce qu'on appelle les space blankets ou un truc comme ça, parce qu'une couverture de survie posée par terre, elle va faire une nuit et puis après, de toute façon, on sera morte. Hein. Donc il y a des couvertures de survie qui ressemblent à des bâches, qui sont un peu plus épaisses et qui sont réutilisables. Voilà. Ensuite, on va donc s'isoler du sol. Alors là, il y a il y a en gros 3 familles de matelas. C'est hyper important parce que le froid remonte du sol. Il y a un proverbe montagnard qui dit si tu as 10 anoraks pour réchauffer quelqu'un, t'en mets 9 dessous et t'en mets un dessus. Je vous expliquerai tout à l'heure une petite anecdote à ce sujet. Alors, les 3 familles. Il y a ceux en mousse. Tout simple. Alors ça, c'est une merde à 3 ou 4 € ou 5 €. En été, sur une plage, ça ira très bien. Mais vite fait, il va s'enfoncer quand on va mettre le poids du corps et tout. Ça isole pratiquement que dalle. On oublie. Voilà. Celui-là est hyper sérieux. Voilà, c'est un Thermarest en mousse qui est vraiment très très bien. J'ai dû couper un petit peu, moi je l'ai retaillé histoire de gagner encore un peu de poids et un petit peu d'encombrement. Alors en règle générale, quand c'est des matelas comme ça qui sont légers mais un petit peu encombrants, je les roule en tunnel, voilà, comme ça, je le mets dans mon sac. Et à l'intérieur du creux, à ce moment-là, je bourre mes affaires. J'ai horreur d'avoir un matelas qui va être mis en boule, dans la forme de tuyau, attaché avec des ficelles ou des tendeurs à l'extérieur du sac. Ça s'accroche, ça risque de se déchirer, ça ballotte, c'est vraiment pas top. Celui-là est pas mal. La deuxième famille, ce sont les matelas gonflables. Alors,
avec ce système, alors c'est ultra minimaliste, ultra léger, ultra que je plie, que ça prend pas de volume, et ultra fragile. Je crois qu'avec celui-là, j'ai jamais pu passer une nuit normale. À chaque fois, il s'est dégonflé. Et donc, selon le bivouac, mais soit le bivouac est stoppé carrément, hein, vous rentrez chez vous. Ça m'est arrivé à 2 h du matin d'être obligé de rechausser les skis et de redescendre parce que c'était pas tenable. Voilà, c'est pas fiable. D'ailleurs, celui-là, je l'ai déjà regonflé avec une rustine et il faut que je recommence parce qu'il y a un autre micro-trou quelque part. Ça voit une épine, ça meurt de peur. Hein. Et il y a son pendant, c'est le même, le Thermarest Neo Air. Ce sont des sacs qui ont des très bonnes air values. Celui-là est réparé aussi, hein, avec rustine à vélo. Je crois que c'est avec celui-là que j'ai essayé de dormir dans un sac. Alors, j'avais payé en francs, mais on va convertir en euros, avec un sac à 500 euros, plus de 500 euros. Ce truc s'est dégonflé, j'étais dans une tente, c'était sur la neige. Je suis rentré à 2 h du matin, ça tenait pas, tout simplement. Alors, avantage léger, peu encombrant, très isolant, inconvénient, très fragile et très cher. Et il y a la troisième grande famille, ce sont les matelas autogonflants. Il y en a à tous les prix. Matelas type régulier. Il y en a de différentes épaisseurs, différents budgets, différents tout ça. C'est un matelas en mousse qui se plie comme un matelas en mousse. Et arrivé au bivouac, il y a une petite soupape, on le gonfle et on a une épaisseur supérieure et ça isole pas mal. Sont plus lourds, ils sont fragiles aussi parce qu'ils se percent, mais l'avantage c'est que quand ils se percent, il y a quand même un minimum d'épaisseur de mousse qui fait qu'on peut arriver éventuellement à tenir. Et là il y a le même, mais moi je l'utilise quand je fais de la haute montagne, un truc comme ça. Il est léger, il est pas encombrant, il isole relativement bien, enfin suffisamment. L'avantage c'est qu'il est beaucoup plus petit. La tête, je la mets sur le sac de couchage ou plutôt je mets des vêtements dans ma capuche, je m'en sers d'oreiller, donc pour m'isoler la tête. Et puis au niveau des jambes, après, je mets mon sac et ça m'isole. L'essentiel, c'est de se protéger du bassin jusqu'au des épaules. Alors là, c'est un compromis, alors c'est moins confortable, mais c'est un compromis quand on fait la chasse au poids. Et une autre famille qui existe, qui est très bien, mais ça c'est la géographie qui va vous l'indiquer, l'endroit où vous allez, c'est le matelas de feuilles, de fougères, de branches de sapin et tout ça. Si possible, alors j'en reviens à la bâche, isolée avec une bâche, si ça peut éviter d'avoir des bestioles qui vous courent dessus, dans le meilleur des cas c'est désagréable, dans le pire des cas ce sont des tiques, et puis vous attrapez une saloperie, moi qui m'a emmerdé pendant des années, la maladie de Lyme. Donc l'avantage de la bâche, c'est que ça vous permet de vous isoler. Ça, c'est pas une tique, c'est un puceron. Ok. Alors donc, l'isolation, le matelas, et maintenant le sac de couchage. Alors quel est le meilleur sac de couchage? Eh bien, en fait, il n'y en a pas. Comme je l'ai dit tout à l'heure, ça dépend de l'endroit, ça dépend de la saison, ça dépend de beaucoup de choses. Il existe 2 familles principales de sacs. Le duvet et le synthétique. L'avantage du duvet, il est très léger, il est très compressible, il est très chaud. Celui-là, il se compresse au volume, en gros, d'un ballon de foot. Inconvénient, il est très cher et il craint l'humidité. Ça n'aime pas du tout l'humidité. Et un duvet, quand il est mouillé, c'est mort. Les duvets, le duvet, ça forme des sortes de catons, ça tient plus chaud, c'est chiant à faire sécher. Donc vraiment être très précautionneux et selon la météo. On peut oublier ce genre de sac. Voilà. Il en existe d'autres, c'est les synthétiques.
Alors après, celui-là, c'est un truc que j'adore quand je vais faire des bivouacs dans le camp, soit avec mon école, soit quand j'étais avec les loups. C'est voilà, le Carinthia Survival One. Donc c'est du synthétique. Il pèse 3 kg et il me prend la moitié de mon sac à dos de 80 litres. C'est pas compressible du tout et avantage, donc c'est moins cher que celui-là. Celui-là il me protège, j'ai dormi à moins 10 à peu près, celui-là j'ai dû dormir à pas loin de moins 15, donc très confortable, très douillet et tout, et il craint pas beaucoup l'humidité. Par contre il faut pas le transporter si vous voulez faire un chemin en itinérance, la traversée d'un pays où vous aurez quelques centaines de kilomètres à faire avec des étapes de 20 ou 30 km par jour avec votre maison sur le dos, ce genre de sac, il faut carrément oublier, c'est même pas possible. Ça c'est le sac idéal, le sac de bushcraft. Vous vous déplacez au plus près de la zone et vous allez dans la forêt, vous passez 2-3 jours en forêt et tout, et ce genre de sac est vachement agréable. Voilà. Un truc, je répète une fois de plus, on ne dort jamais à poil dans un sac de couchage. Ça, par contre, c'est écrit en lettres de feu dans le ciel, on ne dort pas à poil. Pourquoi? Il y a plusieurs raisons. D'abord, il faut savoir que les références de température, étudiées en laboratoire par les fabricants et tout, sont faites avec des mannequins habillés. C'est comme ça, c'est prévu, température de confort, mais habillé. Habillé, c'est chaussettes, collants, sweatshirt, éventuellement bonnet. Alors, l'idéal étant les vêtements en laine, si possible. Ils ne gardent pas trop les odeurs corporelles. Ils sont chauds et même un petit peu humides, ils arrivent à garder de la chaleur. À oublier absolument, c'est le coton. Le coton, c'est une éponge et le coton, quand c'est mouillé, eh ben, ça amène du froid et c'est pas bon, quoi. Donc, alors, ça c'est la première raison. La deuxième raison, c'est que un sac de ce couchage ne se lave pas, ou se lave le moins possible. Surtout ceux en duvet. Il faut vraiment éviter de les laver. Donc pour éviter de les laver, il faut éviter de les salir. Et pour ne pas les salir, il ne faut pas dormir à poil dedans. C'est comme ça. Ça c'est la première raison. La deuxième raison, c'est que quand il fait moins 10 ou moins 15 degrés, c'est la tempête dehors, que vous êtes à 3008 ou ouais, à peu près 3008, bref, et que vous avez envie de faire un petit pipi nocturne, et bien quand vous êtes à poil, vous n'avez pas envie de sortir de la tente pour le temps d'enfiler un collant, le temps d'enfiler une veste, le temps de tout, non. Non, vous sortez, vous êtes déjà habillé. Alors en hiver, je suis habillé avec des collants en laine assez chauds. Par-dessus, je enfile juste j'ai mes chaussettes. Donc j'ai juste à enfiler mes godasses. En règle générale, c'est des godasses que j'ai avec des coques quand c'est en plein hiver dans la neige. Donc je mets juste les chaussons intérieurs et j'enfile justement mon anorak et je peux sortir dehors pour faire mon petit pipi, quoi. J'ai pas besoin de... Voilà. Quand on est à poil, on n'a pas envie de sortir, hein. Ça c'est clair. Et passer toute une nuit avec une envie qui vous prend jusqu'au niveau des amygdales, c'est vraiment pas agréable du tout. Donc on dort habillé. Voilà. En plus, on peut jouer sur l'épaisseur des vêtements pour gagner quelques degrés en plus ou en moins. Il y en a qui disent ouais, mon sac il est bien, mais il est un petit peu juste et j'ai eu un peu froid dans telles conditions. Et je vois souvent des gens leur conseiller ce qu'on appelle des liners, soit des draps, des trucs en drap, en soie, des sursacs en fait, ou en polaire, ou les thermolites, ou machin et tout. J'aime pas cette solution. J'aime pas cette solution parce que je bouge beaucoup la nuit et avoir deux épaisseurs l'une dans l'autre, je m'en mêle, ça s'enroule et tout, c'est vraiment pas globe du tout. J'aime pas. Par contre, ce genre de truc, ça peut avoir une utilité. C'est que dans les refuges de montagne, il y a des matelas et il y a des couvertures, 9 fois sur 10. Hein. Et là, ça permet de se mettre dedans et puis d'être isolé des couvertures. On ne sait pas qui est passé avant, etc. Donc un truc tout simple dans lequel on se met et puis après on se recouvre avec les couvertures du refuge. En été éventuellement, quand on sait qu'on est en pleine, en été, qu'il va faire des bonnes températures, un truc comme ça suffit largement.
Mais pour gagner des degrés en conditions un petit peu dures, je déconseille fortement ce genre de solution. Voilà. Donc voilà, on a parlé de l'isolement, on a parlé de... Oui, alors je ne sais pas si j'ai dit que pour remplacer des fois le matelas, selon les endroits où on est, oui, ça j'en ai parlé, des épaisseurs de branches de sapin ou de trucs comme ça, c'est presque ce qu'il y a de plus agréable et qui isole très très bien. Autre chose, je m'en mêle un petit peu, hein, je suis désolé. J'en étais où Ah oui, la façon de dormir est très importante aussi. Il faut quand on a fait un effort, on transpire et on garde cette faculté de se refroidir, donc de transpirer pendant 10 minutes, un quart d'heure après l'effort. Donc on ne se met jamais dans son sac de couchage directement après l'effort. Le mec qui est crevé, il dit ah mon endroit de bivouac est là, il se dépêche, il pose son sac, il pose sa bâche par terre, il rentre dans le sac pratiquement tel quel. Non, négatif, ça, on attend. On arrive à son endroit de bivouac, on commence à se poser, on prépare son feu, sa gamelle, tout ça. On attend au moins un quart d'heure que le corps se soit reposé, soit descendu en température. Et à ce moment-là, on se sèche, on se change et on se met des vêtements propres, chauds et secs. Et après, on peut rentrer dans son sac de couchage. Première chose. Deuxième chose, on ne se couche jamais quand on a froid. Il est illusoire de dire oh, j'ai froid, je vais me réchauffer dans mon sac. Le mec il est frigorifié, il a froid aux pieds et tout, il rentre dans son sac, il aura énormément de mal à se réchauffer, c'est pas bon du tout. Dans ce cas-là, une fois qu'on s'est calmé, on a fait son bivouac, on va se mettre dans le sac mais on a froid, on marche un petit peu, 5-10 minutes. J'ai dit on marche un peu pour se réchauffer, mais pas trop, parce qu'il ne faut pas monter en température. Donc il ne faut pas dire je vais courir pendant 4 minutes ou 5 minutes, histoire d'être bien transpirant pour me remettre. Non, non, on marche 5-10 minutes, le temps qu'il faut pour se réchauffer. Et à ce moment-là, on se remet dans son sac, et là on pourra passer une nuit, une bonne nuit. Voilà, que rajouter je crois avoir fait le tour du problème. Si vous avez des questions précises, comme d'habitude, à vos claviers, et je vous répondrai bien volontiers. La prochaine fois, peut-être que je parlerai de ce qui va après, c'est-à-dire les sursacs, les tentes, les hamacs, avec les avantages et les inconvénients. Allez, salut les gens!